Donc après cette présentation des résultats de la recherche portant sur les arrêts rendus par les cours d'appel, il est particulièrement intéressant de savoir si la Cour de cassation prend en compte de telles études empiriques. On en a déjà un petit peu parlé évidemment avec Evelyne Serverin tout à l'heure. Et si oui, de quelle manière elle s'en saisit? Et qui de mieux qu'Anne Berria, première avocate générale de la Chambre sociale, et donc à ce titre chargée d'éclairer la Cour sur la portée de la décision qu'elle s'apprête à rendre, pour répondre à cette question. Evelyne Serverin l'a rappelé tout à l'heure, Madame Berria, à l'occasion des fameux arrêts du 11 mai 2022, a rendu un avis qui s'appuyait notamment sur les résultats de la recherche que Raphaël et Camille viennent de présenter, soulignant, je cite, que c'est la mission du juge de pratiquer un contrôle de conventionnalité en s'interrogeant sur la norme et les conséquences de son application. Donc on va vous écouter évidemment avec grande attention, Madame Anne Berria. Merci. Moi je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque parce que justement le côté très précis, concret de l'application d'une norme m'intéresse depuis longtemps, je dois dire, et particulièrement sur ce sujet-là de l'indemnisation du licenciement abusif. Peut-être qu'avant de parler de l'avis que j'ai rendu, je vais vous donner quelques éléments sur l'organisation de la Cour de cassation, parce que rien que le titre peut peut-être être un peu trompeur. La prise en compte des études empiriques par l'avocat général et la Cour de cassation. Avocat général et Cour de cassation ne sont pas deux entités distinctes, on en fait partie, et on est chargé par le Code de l'organisation judiciaire de rendre, je le cite, des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, parce que lourde charge quand même le bien commun, et d'éclairer la Cour sur la portée des décisions à intervenir. Donc, on intervient dans un processus qui a trois acteurs principaux. D'abord, le SDER qui vous a été présenté tout à l'heure, qui oriente les pourvois vers les chambres, qui fournit des études et des recherches de jurisprudence et de doctrine, des comparaisons internationales aussi, et qui fait, ça a été rappelé là, des études sur les décisions rendues par les cours d'appel. Ensuite, le parquet général, dont je viens d'énoncer les missions, et enfin les magistrats du siège qui, eux, décident. Nous, au parquet général, on propose et eux disposent. Alors, le processus de traitement des pourvois est le suivant. On a, ça a été rappelé tout à l'heure, trois types de circuits, court, intermédiaire et approfondi. L'intermédiaire, c'est vraiment le cas général en fait du traitement des pourvois. Le court, je ne vais pas m'attarder, c'est quand les questions juridiques sont déjà tranchées. Et enfin, l'approfondi. Et là, pour ce qui concerne les barèmes, on était sur du circuit approfondi. Ça suppose un travail en parallèle dès le début entre parquet général et rapporteur des arrêts, enfin ceux qui travaillent, qui vont proposer une ou plusieurs solutions. Et puis, ça suppose aussi une séance d'instruction qui est un moment où le membre du parquet général chargé du pourvoi, les rapporteurs chargés de ce pourvoi, le président, les doyens de la Chambre se réunissent pour définir ensemble les orientations qu'on va pouvoir donner et savoir si, par exemple, il faut consulter, faire des études supplémentaires, enfin essayer de donner un peu, de voir un peu concrètement comment la question se pose et peut-être aussi déjà définir quelques orientations du dossier. Nous, lorsque nous rédigeons nos avis, nous avons vraiment... Alors, le lieu commun sur le rôle du parquet général, c'est de dire qu'on est une fenêtre ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a pour mission de faire entrer tous les éléments extérieurs à prendre en considération pour apporter une réponse juridique. Et on le fait de différentes manières. Alors, quand on trouve une étude comme celle qui vient d'avoir été évoquée là, de M. Dalmasso, Mme Signoretto, on est extrêmement heureux. Et là, c'était vraiment le bon calendrier. Mais on ne trouve pas toujours ça. Et donc, on doit aussi apporter des éléments concrets en faisant nous-mêmes des recherches sur Internet, par exemple. On trouve quand même pas mal de trucs, des statistiques, des témoignages, des articles de presse. Et bon, il y a évidemment, mais là, c'est plus sur l'aspect juridique, les articles de doctrine, ça va de soi. Alors,
une fois que je vous ai dit un peu quel était le processus, la question c'est de savoir si une évaluation des normes peut influer sur la solution juridique telle que l'a définie en bout de course la Cour de cassation. Et je vais juste un tout petit peu élargir le sujet pour vous dire que même si, de mon point de vue, dans tous les cas, il faut qu'on connaisse le contexte dans lequel la question est posée et il faut qu'on en mesure les enjeux. Ça n'est pas toujours facile, on fait avec ce qu'on peut trouver, mais je pense qu'un membre du parquet général ne remplit vraiment son office que s'il arrive à fournir à ceux qui vont décider ensuite des éléments qui lui permettent de savoir, et ça là rejoint le COJ, éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir, ça veut quand même dire qu'il faut qu'il sache dans quoi il va intervenir. Alors, je vous très rapidement quelques exemples qui ne sont pas ceux du barème, dans lesquels j'ai pu constater que j'avais fait des recherches et ça a pu influer sur la décision. On a eu des pourvois qui portaient sur ce qu'on appelle en interne les listes aux élections professionnelles, les listes Shabada, un homme, une femme, pour avoir une représentativité des femmes parmi les élus. Et donc on s'est posé des questions sur savoir ce qu'il en était, comment étaient composés les collèges, est-ce qu'il y avait des collèges où il y avait des représentations hommes-femmes très déséquilibrées ou pas. Alors effectivement c'est souvent très déséquilibré. Quelles étaient les stratégies des syndicats, est-ce qu'ils s'appropriaient cette norme ou pas, est-ce qu'ils pouvaient le faire, est-ce qu'il y avait suffisamment de candidates, puisque souvent les syndicats qui n'appliquaient pas ça disaient mais c'est qu'on ne trouve pas de candidates, alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Voilà, c'est des questions sur lesquelles j'ai trouvé auprès de la DARES notamment quelques réponses et je pense que c'est important pour les décisions qui ont pu être prises ensuite. Autre exemple rapide, pour les CHSCT, lorsqu'ils existaient encore, il y avait ce pouvoir, qui maintenant est celui du CSE, d'ordonner des expertises dites graves dangers. Et la question se posait de savoir si le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire pouvait aller désigner un expert pour qu'il aille voir comment se passaient les choses dans une entreprise utilisatrice. Et donc ça m'a amené à me poser des questions sur le suivi des travailleurs intérimaires, leur taux d'accident du travail, de maladies professionnelles, et de découvrir que c'était des gens qui étaient oubliés partout. Ils n'étaient pas dans une entreprise de travail temporaire, puisque c'est pas là qu'ils travaillaient. Ils n'étaient pas pris en compte dans les entreprises utilisatrices, puisqu'en moyenne, ils y travaillaient une semaine. Et donc, il m'a semblé, et c'est en ce sens que j'ai conclu, et c'est ce qu'a décidé finalement la Chambre sociale, qu'il fallait bien que le CHSCT puisse aller voir quelles étaient les conditions de santé et de sécurité dans l'entreprise utilisatrice. Et puis là, je suis en train de travailler sur une question qui porte sur la création des représentants de proximité. Et grâce à une étude qui a été menée à Nanterre, j'ai beaucoup d'éléments extrêmement intéressants sur la façon dont les négociations se nouent ou pas et conduisent ou pas à la désignation de représentants de proximité. Alors, je suis en train d'en prendre connaissance et je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Là, il y a un lien intellectuel à faire et pour l'instant, il est à construire. Alors, j'en viens maintenant à la question du barème, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui. Et là, j'ai effectivement utilisé les études, et principalement celles de M. Dalmasso, Mme Signoretto, pour essayer de bâtir un raisonnement juridique. Alors, le raisonnement juridique, c'était concrètement, est-ce que l'indemnité versée est adéquate au sens de la Convention 158, au sens que le comité d'experts de l'OIT a donné à une indemnité adéquate, c'est-à-dire elle doit raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et elle doit être suffisamment dissuasive pour éviter les licenciements injustifiés. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Ça supposait, et j'ai fait des développements, j'y reviendrai, qu'on admette que la Chambre sociale ou la Cour de cassation fasse un contrôle in concreto de l'application de la Convention 158.
Bon, ça c'était donc la première question. Et la deuxième question était de savoir si l'application de l'article, enfin des barèmes, de l'article 1235-3 du Code du travail, entraînerait ou non une discrimination indirecte. C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne plus appliquer les critères qui étaient ceux des juges avant cette barémisation et qui portaient notamment qui prenaient en considération l'âge, la situation professionnelle, l'état de santé, éventuellement les charges de famille, est-ce que le fait de laisser tout cela de côté pour ne plus avoir qu'un barème fondé sur l'ancienneté risquait de désavantager particulièrement une catégorie de salariés? Alors, donc la première question qui se posait était de savoir si on pouvait ou non pratiquer un contrôle in concreto. J'ai soutenu dans mon avis qu'il était nécessaire pour le respect de l'ensemble des engagements internationaux de la France et qu'il n'y avait pas de raison de le limiter à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui était la thèse soutenue par l'employeur et aussi d'ailleurs par le MEDEF. Alors je me suis appuyée sur le fait que le Conseil d'État, lui, ne limitait pas le contrôle in concreto à la CEDH, mais englobait l'ensemble des engagements européens et internationaux à condition qu'il s'agisse de libertés fondamentales. Après, il fallait savoir ce que c'était que les libertés fondamentales. Donc j'ai développé toute une série d'arguments qui se trouvent dans mon avis. Entre parenthèses, mon avis est sur le site de la Cour de cassation. Donc si vous souhaitez le lire, il est évidemment accessible. Donc ça, c'était un premier point. Et ensuite, étant arrivé à la conclusion qu'effectivement, on pouvait pratiquer ce contrôle in concreto, je me suis fondée sur l'étude pour indiquer qu'effectivement, on n'était plus dans le cadre d'une indemnisation raisonnable de la perte injustifiée de l'emploi, parce que pour certains cas, on descendait bien en deçà de la prise en compte du préjudice. Et puis, j'ai aussi indiqué dans mon avis qu'on n'avait pas non plus d'aspect dissuasif dans l'indemnisation parce que, comme ça a été dit à l'instant, il y avait toute une catégorie de salariés qui étaient en réalité découragés d'aller porter leur cause en justice puisque ça n'avait pas d'intérêt pour eux. Or, l'aspect dissuasif pouvait reposer sur le fait que le Code du travail prévoit que le juge, lorsqu'il est saisi justement d'un licenciement injustifié, peut d'office mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été perçues jusqu'à 6 mois. Effectivement, c'est une grosse somme. Mais en réalité, si on a une catégorie de salariés qui est dissuadée par la modicité du barème d'engager une quelconque action en justice, cet aspect dissuasif de l'indemnité disparaît. Et donc, il m'a semblé pour cette raison que cette deuxième condition fixée par le comité d'experts de l'OIT n'était pas remplie. Alors, et troisième question que je me suis posée, est-ce que ce barème introduisait une discrimination indirecte à l'égard de certains salariés? Une discrimination indirecte, ça signifie qu'une norme apparemment neutre désavantage en réalité une catégorie bien spécifique de salariés. Et j'ai trouvé dans l'étude, ça a été exposé tout à l'heure, les profils de gens qui étaient manifestement désavantagés par un barème qui paraît neutre en premier regard. Ce sont les salariés âgés qui disposent d'une petite ancienneté dans l'entreprise et qui, comme on l'a vu, y perdent beaucoup, pas seulement parce que le plancher de 6 mois disparaît pour certaines catégories, mais tous ceux qui ont une petite ancienneté sont susceptibles d'y perdre. Bon, beaucoup. Et donc, sur la base de cette étude, j'ai conclu qu'il y avait une discrimination indirecte des salariés âgés à petite ancienneté, ce qui m'a paru d'autant plus gênant qu'on est
à un moment où, par ailleurs, on met en valeur une sorte de flexi-sécurité qui fait que vous pouvez être assez âgé, changer d'entreprise et être licencié abusivement peu de temps après. Donc voilà, le cas existe. Bon. En réalité, la pente à remonter était trop forte puisque, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé 2 fois sur le barème, le Conseil d'État 1 fois. La Cour de cassation avait, en juillet 2019, rendu un avis pour dire que considérer in abstracto le barème n'était pas contraire à l'article 10 de la Convention 158, que la Charte sociale européenne, son article 24, ne produisait pas d'effet direct, et par conséquent, je n'ai pas été suivie, et en particulier, je n'ai pas été suivie sur la question du contrôle in concreto. La Cour a été extrêmement, rapide. Elle n'a pas véritablement expliqué pourquoi elle écartait ça, mais elle l'a très clairement écarté. Elle s'en est plus expliquée dans la notice explicative en indiquant que ça serait contraire au principe d'égalité, c'est-à-dire un principe d'égalité, une seule norme applicable à tous et on ne discute pas, ce qui est une conception de l'égalité, mais on pourra en avoir une autre qui est de traiter différemment des personnes qui sont dans des situations différentes. Et elle a dit, et je pense que c'est sans doute ça qui a le plus gêné la Chambre, que si on avait pratiqué un contrôle in concreto, les cours d'appel auraient pu décider d'un très grand nombre de solutions et que la Chambre sociale n'aurait pu que difficilement contrôler. Et bon, donc je pense que c'est ça la motivation la plus réelle de cette décision. Donc, moi, je suis toujours... Enfin, si vous vous posez la question de l'utilité de ce type d'études sur l'application des normes, je peux dire qu'elles sont extrêmement utiles, elles sont même indispensables pour qu'on puisse, à la Cour de cassation, rendre des décisions adaptées à la situation et au contexte. Je pense notamment à toutes les questions qu'on peut se poser, par exemple, pour les travailleurs des plateformes. Elles contribuent au choix donc d'une solution adaptée quand la question est suffisamment ouverte pour que les magistrats du siège aient le choix. Bon, quand c'est vraiment à contre-courant, comme c'était le cas pour les barèmes, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et la seule chose qu'on peut espérer pour ce qui concerne les barèmes, mais je n'en suis pas certaine, c'est que les évaluations qui ont été demandées par notamment le comité d'experts de l'OIT, qui formulait le souhait qu'on s'assure que c'était toujours adéquat, conduisent à continuer de faire de telles études pour éventuellement adapter le droit, mais ça, c'est être très, très... Bon, voilà, je me présente. Je n'en dirai pas plus, je ne sais pas. Merci beaucoup, Madame Verrière, pour vos précieuses remarques qui montrent notamment que dans les arguments juridiques que peut mobiliser le juge, il y a notamment, évidemment, et parmi d'autres, bien sûr, les conséquences, les effets que peuvent produire les normes juridiques. Alors vous êtes revenu, évidemment, sur une des questions posées par les arrêts du 11 mai 2022, qui était de savoir quelle était la nature du contrôle de conventionnalité. Ce contrôle de conventionnalité qui renvoie à un autre type d'évaluation des normes, puisqu'il s'agit ici d'évaluer la conformité d'une norme inférieure, la norme nationale, au regard d'une norme supérieure, la norme internationale.